Elle a toujours su transformer la douleur en refrain, mais il y a des blessures qu'on chante longtemps avant d'oser les nommer. À 41 ans, Avril Lavigne n'est plus seulement l'icône pop-punk que toute une génération a prise pour une grande sœur. Elle est une femme qui a survécu à ses propres tempêtes, qui a vu sa vie privée devenir un sujet public et qui a appris parfois malgré elle que l'amour, chez les célébrités, n'est jamais seulement une histoire à deux. L'autre visage de cette histoire, c'est Chad Kroeger, le frontman de Nickelback. Un homme habitué au stade, aux tournées, à la puissance sonore. Et pourtant, quand leurs chemins se croisent, ce n'est pas d'abord un cliché de tapis rouge. C'est une rencontre de studio, une proximité de travail, une évidence créative qui devient très vite une évidence affective. Selon les biographies publiées, ils se rapprochent en 2012 lors d'une collaboration musicale. Ce que le public retient ensuite, c'est la chronologie spectaculaire, les fiançailles, puis un mariage en juillet 2013, célébré dans le sud de la France. Et 2 ans plus tard, l'annonce d'une séparation, formulée avec cette sobriété qui intrigue. Le cœur lourd, dit-elle, avant d'affirmer qu'ils resteront pour toujours amis. Une phrase simple, trop simple peut-être, pour raconter la réalité d'un mariage brisé. Car derrière la formule, il y a une vérité plus complexe, celle d'un couple construit dans l'élan, mais confronté au poids des rythmes, des attentes, des silences. L'industrie musicale ne pardonne pas les fragilités, et Avril, déjà marquée par des combats personnels et par une exposition médiatique constante, n'a jamais été une femme protégée par la célébrité. Elle en a payé le prix. Alors pourquoi parler maintenant? Parce qu'à 41 ans, on ne cherche plus à bien paraître, on cherche à comprendre. Et peut-être aussi parce qu'Avril a traversé une période où elle a dû se redéfinir, artistiquement, publiquement, intimement. En 2024, elle relance son histoire avec une tournée Greatest Hits, comme une manière de reprendre la main sur son récit. Et quand on revisite sa vie en chanson, certaines pages deviennent impossibles à contourner. Le mariage avec Chad est l'une de ces pages, courte, brillante et pourtant décisive. Aujourd'hui, ce qu'elle révèle, ce n'est pas seulement une rupture, c'est la mécanique invisible derrière cette rupture, ce qui s'est fissuré, ce qui n'a pas été dit, ce que l'on a voulu préserver, et ce qui, malgré tout, a cédé. Mais alors, qu'est-ce qui a réellement commencé entre eux et à quel moment l'histoire a-t-elle pris une direction irréversible? Qu'a-t-on confondu dans leur couple? L'amour et la survie, l'admiration et le besoin de se réparer. Et surtout, quelle vérité Avril a-t-elle gardée pour elle pendant toutes ces années avant de décider, enfin, de briser le silence? Ils ne se sont pas trouvés dans une fête mondaine. Ils se sont reconnus dans un endroit plus brutal, plus vrai. Là où l'on ne triche pas longtemps, la musique. Début 2012, Avril Lavigne est à un moment charnière. Elle prépare son 5e album, une nouvelle étape après des années à porter une image que le public croit connaître par cœur. Elle veut du neuf, du tranchant, quelque chose qui relance l'élan. Et dans cette mécanique très concrète de l'industrie, les sessions, les équipes, les idées qui s'empilent puis s'effondrent, apparaît un nom qu'on n'associe pas spontanément à son univers, Chad Kroeger. Ils se rencontrent dans le cadre d'une collaboration de studio. Plusieurs sources situent ce premier travail commun au début de l'année 2012, quand Kroeger est sollicité pour coécrire sur l'album d'Avril. Ce n'est pas une rencontre romantique au sens classique. C'est une rencontre professionnelle, presque pragmatique. On met 2 signatures canadiennes face à face, 2 façons d'écrire, 2 tempéraments publics. Et on voit si ça prend. Ce qui prend, d'abord, c'est l'outil, la méthode, le langage commun. Avec eux, un 3e homme s'installe dans l'équation, David Hodges, songwriter et producteur qui participe à ces sessions. La première chanson écrite ensemble, celle qui deviendra symbolique, s'appelle « Let Me Go ». Une ballade, au piano, conçue au départ comme une chanson de rupture. Avril le dira plus tard. Au départ, c'était l'idée de laisser partir quelqu'un et d'être laissé en retour. C'est là que l'histoire devient presque ironique, parce que dans ce studio, la chanson parle de séparation, mais eux, au lieu de s'éloigner, continuent. Ils reviennent le lendemain, puis encore, ils écrivent, ils enregistrent, ils retravaillent. Avril décrira ce moment comme une période où ils apprennent à se connaître et finissent par se lier à travers la musique dès ces sessions de mars 2012, selon le récit associé au processus de l'album. La vérité, c'est que la musique est un révélateur implacable. Elle montre la discipline, la manière de douter, la manière de tenir quand ça ne marche pas. Et pour Avril, habituée à être perçue comme une icône figée, cette expérience a quelque chose de libérateur.
Quelqu'un ne la regarde pas comme une image, mais comme une voix, une intention, une écriture. Pour Chad, qui porte un groupe souvent jugé, parfois caricaturé, l'échange est aussi une zone de vérité. On ne lui demande pas de convaincre un public, on lui demande de construire une chanson, rien d'autre. Puis, à un moment, le professionnel se met à déborder. Ils deviennent officiellement un couple à l'été 2012. Plusieurs récits placent le début de leur relation au 1er juillet 2012. Et presque aussitôt, la chronologie s'accélère. Après une cour rapide, ils se fiancent en août 2012. C'est là que dans une trajectoire médiatique, le public croit comprendre. Il voit des dates, il voit des photos, il voit une bague. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se joue derrière. La sensation d'avoir trouvé un allié au bon moment. La sensation dangereuse, parfois, que la même personne peut être à la fois refuge et moteur. Et surtout, cette chose particulière qui arrive aux couples d'artistes. Leur intimité se fabrique au milieu des prises, des refrains, des corrections. Quand ils écrivent, ils se disent déjà des choses qu'ils n'oseraient pas formuler autrement. Let Me Go devient alors un miroir gênant. Comment chanter une rupture quand on se promet l'avenir? Ils le reconnaîtront plus tard. Après être devenus un couple, ils ont réécrit une partie de la chanson, précisément parce qu'elle ne correspondait plus à leur réalité. Autrement dit, dès le début, leur histoire est liée à une réécriture, une révision, une tentative de faire coïncider le récit et le réel. Et c'est peut-être là, déjà, que se glisse une fragilité. Quand on modifie le texte pour qu'il raconte ce qu'on veut vivre, est-ce qu'on ne prend pas aussi le risque de se convaincre trop vite? Ils avancent, portés par l'élan. Chad participe largement à l'album, coécrit une grande partie des titres. La collaboration devient massive, structurante. Leur couple naît dans une fusion. L'art, le travail, la promesse. Mais une fusion peut être une grâce ou un piège. Car si la rencontre a été un choc créatif, elle installe aussi une règle silencieuse. Leur histoire se déroule sous écoute. Comme si chaque chanson était déjà une archive. Comme si, même au moment de s'aimer, ils étaient en train de produire une trace. Et c'est précisément ce qui rend la suite si fascinante. Quand deux artistes se rencontrent au sommet, quand leur amour devient un chapitre public, est-ce qu'ils vivent encore pour eux-mêmes? Ou commencent-ils déjà à jouer contre le poids de leur propre légende? Ils avancent vite, et le monde avance avec eux. Parce qu'à partir de l'été 2012, leur histoire n'est plus seulement un lien privé. Elle se met à coïncider avec un moment stratégique dans la carrière d'Avril. Un album se fabrique, une image se redessine. Et Chad, lui, n'est pas un compagnon à côté. Il est au cœur du processus, co-auteur, co-architecte, parfois même coproducteur sur des sessions déterminantes. Le couple se construit dans une énergie de chantier. Ce n'est pas la romance tranquille d'un quotidien partagé. C'est une romance qui naît entre des décisions artistiques, des horaires impossibles, des allers-retours d'avion et des urgences de label. Quand l'album sort, le symbole est clair. Il porte son nom, Avril Lavigne. Comme une manière de dire « c'est moi ». Et pourtant, à l'intérieur, l'empreinte du duo est palpable. Le disque paraît le 1er novembre 2013 en Amérique du Nord et via Sony Music à l'international. À ce moment-là, leur histoire est déjà devenue une forme de récit public. La jeune femme qu'on croyait figée dans l'adolescence pop-punk annonce un chapitre plus adulte, plus massif, plus rock adulte et surtout plus conjugal. Mais avant même la sortie, une date cristallise l'imaginaire. Le 1er juillet 2013, ils se marient dans le sud de la France, au château de la Napoule, après une célébration sur plusieurs jours. Le détail n'est pas anodin. Canada Day. Leur union devient immédiatement une narration parfaite pour la presse people romantique, symbolique, alignée. Une même journée pour la nation, pour le couple, pour la légende. Et dans ces années de gloire, ce qui fascine, c'est la manière dont tout semble s'emboîter. Le couple, l'album, les apparitions, la promotion. La chanson « Let Me Go » cristallise cette fusion. Piano, tension, deux voix, une forme de confession dramatique et surtout une collaboration qui porte officiellement leurs deux noms. Le single est publié le 15 octobre 2013, crédité à Avril Lavigne featuring Chad Kroeger, coécrit avec David Hodges. À l'écran, le duo est assumé. Au micro, la proximité est visible. Et le public comprend une chose essentielle.
Leur histoire n'est pas seulement sentimentale, elle est devenue un produit artistique, un acte de communication, une extension de l'album. Ce qui rend cette période si particulière, c'est que la gloire n'est pas seulement celle du succès, c'est celle de la cohérence apparente. Avril promeut activement l'album avec des performances, et Let Me Go fait partie des moments clés, notamment lorsqu'elle l'interprète avec Chad lors d'événements et d'émissions. Dans l'espace public, il fonctionne comme une unité, une artiste qui réaffirme sa place, un rocker installé qui valide l'axe plus musclé, et un couple qui paraît solide parce qu'il se montre. Pourtant, cette même cohérence porte une pression silencieuse. Parce que quand un couple devient un argument même implicite, il doit tenir. Il doit avoir l'air de tenir. Et la musique, dans ce cas, ne sert pas seulement à raconter, elle sert à prouver. Nous sommes bien, nous travaillons ensemble, nous sommes forts. La célébrité adore les narrations propres, mais l'intime, lui, est rarement propre. Chad est un homme de tournée, de rythme très cadré, de scènes qui s'enchaînent. Avril, elle, porte depuis ses débuts une exposition plus émotionnelle. Chaque changement d'image, chaque relation, chaque décision artistique est commentée, analysée, jugée. Le couple se retrouve donc au centre de deux machines différentes, mais tout aussi exigeantes, la machine rock et la machine pop. Et au milieu, leur maison est aussi un studio. Leur temps de couple est aussi du temps de promo. Dans ces années-là, tout a l'air d'un sommet, un mariage médiatisé, un album portant son nom, un duo officiel, une présence constante. Mais parfois, la gloire ressemble à une lumière trop forte. Elle n'éclaire pas seulement, elle brûle. Et c'est précisément ce contraste qui prépare la suite. Car au moment où tout semble réussi, une question commence à s'imposer, presque malgré eux. Quand l'amour est partout dans les chansons, dans les interviews, dans le récit public, où peut-il encore respirer, en silence, loin des attentes? Ils avaient la promesse, ils avaient la scène, ils avaient même la chanson, comme une preuve sonore. Et pourtant, c'est souvent là que les failles commencent, quand tout le monde applaudit, mais que personne n'entend ce qui se tait. Au début, les fissures ne se voient pas, elles ne font pas de bruit. Elles ressemblent à de la fatigue, à des agendas qui ne se recollent plus, à une discussion remise au lendemain parce qu'un avion part tôt, parce qu'un attaché de presse attend, parce qu'une tournée se prolonge. Mais alors, comment un couple aussi exposé peut-il se fragiliser sans que le public ne s'en rende compte? Justement parce que l'exposition masque souvent l'essentiel. Les apparitions publiques montrent une version maîtrisée, un sourire au bon moment, une main posée sur une épaule. Pourtant, à l'intérieur, l'intimité ne se nourrit pas de signes. Elle se nourrit de disponibilité, de temps non productif, de silence choisi. Or, chez eux, le silence n'est jamais totalement choisi. Il est parfois imposé par l'épuisement. Pour Avril, la période post-album est un moment paradoxal. Elle a réussi à relancer son image, à réaffirmer une identité musicale. Mais cette réaffirmation exige un prix, rester en mouvement. Chad, lui, est un professionnel de la route. Sa vie est rythmée par l'extérieur, concerts, obligations, fidélité à un public, à une équipe. Et voilà le point de friction le plus commun chez les couples d'artistes. La même passion qui les rapproche devient la chose qui les éloigne. Pourtant, ce n'est pas seulement une question d'agenda. Il y a aussi la question des tempéraments. Avril, dans son récit public, a toujours été présenté comme quelqu'un de frontal, d'instinctif, avec une émotion qui passe vite du rire à la colère, du refus à l'attachement. Chad, souvent décrit comme plus contrôlé, plus groupe, plus structure. Ce genre de différence peut créer une complémentarité, mais il peut aussi créer une incompréhension. Quand l'un veut parler tout de suite, l'autre veut attendre. Quand l'un veut protéger, l'autre veut dire. Et chaque stratégie devient, aux yeux de l'autre, une attaque. Ce soir-là, ce n'est pas une scène, ce n'est pas un scandale. C'est parfois juste une soirée où l'on rentre tard, où l'on ne se raconte plus vraiment la journée parce qu'on sait déjà que l'autre est épuisé. On pense préserver. En réalité, on s'éloigne. À ce stade, la fissure la plus dangereuse n'est pas la dispute. C'est l'habitude de ne plus se disputer. Parce que la dispute, au moins, prouve qu'on se parle encore. Et il y a quelque chose de plus subtil, presque cruel. Leur couple est né d'une fusion créative. Ils se sont rencontrés en écrivant, ils se sont aimés en travaillant. Alors quand le travail ralentit, quand l'album est sorti, quand les sessions se terminent, que reste-t-il ? Quand on n'a plus de chansons à écrire pour se dire l'essentiel. Beaucoup de couples vivent cette transition. Chez eux, elle est amplifiée par la célébrité. La presse attend des signes.
Les fans interprètent les photos. Le moindre message sur les réseaux devient un indice. On ne leur laisse pas le luxe d'une crise normale. La crise, chez eux, doit soit ne pas exister, soit devenir un événement. Mais alors, comment traverser une difficulté intime quand on sait qu'elle va être consommée? C'est là que la protection devient une stratégie. Et la stratégie devient une distance. Avril et Chad, pendant cette période, donnent l'image d'un couple soudé. Mais l'image ne raconte pas la texture du quotidien. La vraie question est ailleurs. Est-ce qu'ils ont réussi à redevenir un couple simple après avoir été un couple projet? Est-ce qu'ils ont trouvé un endroit où exister sans produire, sans prouver, sans performer? Et pourtant, on sent déjà une chose, la manière dont Avril parle de ce chapitre devient plus prudente, plus minimale. Comme si l'intime était désormais un endroit à verrouiller, comme si elle avait compris qu'on ne gagne jamais à expliquer trop tôt. Ce soir-là, on imagine la scène la plus banale du monde. Un échange court, un regard qui ne s'accroche pas, un téléphone qui vibre, une valise jamais totalement défaite. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est décisif. Parce qu'un mariage ne se brise pas toujours dans un drame. Il peut se briser dans un ensemble de petites absences. Et c'est précisément cette accumulation de petites absences qui prépare la crise. Car vient un moment où l'on ne sait plus très bien si l'on se protège l'un l'autre ou si l'on se protège de l'autre. Ce n'est pas toujours un scandale qui fait basculer un mariage. Parfois, c'est un corps qui lâche. Et quand le corps lâche, tout le reste, les promesses, les projets, l'image publique, se met à trembler. En 2014, Avril Lavigne commence à se sentir anormalement mal. Rien de spectaculaire au début, plutôt une fatigue qui s'accroche, une sensation de ne plus récupérer, comme si chaque journée exigeait 2 fois plus d'énergie que la veille. Puis viennent les périodes où l'on ne comprend plus ce qui arrive. Elle en parlera ensuite comme d'un long tunnel médical, fait d'incertitudes et de diagnostics qui n'apaisent pas. Dans une interview largement reprise au printemps 2015, elle explique avoir été alitée pendant environ 5 mois. C'est là que la crise devient totale. Parce qu'une maladie ne frappe pas seulement un individu, elle reconfigure un couple. Elle impose un nouveau rythme, une nouvelle hiérarchie des urgences et surtout un nouveau langage. Celui des traitements, des rendez-vous, des symptômes qui ne se voient pas. Dans cet état, Avril dira avoir connu une forme de peur brute, sans filtre. « Je pensais que j'étais en train de mourir », confie-t-elle à People. Phrase ensuite reprise par d'autres médias. Ce genre de phrase, dans la bouche d'une artiste habituée aux slogans pop et aux refrains d'adolescence, frappe autrement. Parce qu'elle ne joue pas, elle constate. Et dans cette période, le couple Avril-Chad se retrouve dans une situation que les caméras ne savent pas raconter. L'intime, immobilisé. Eux qui se sont rencontrés dans l'élan d'un studio, eux qui ont construit leur histoire dans le mouvement, sont soudain confrontés à une réalité sans glamour, celle où l'on ne part plus, où l'on ne crée plus, où l'on essaie juste de tenir. Pour Chad Kroeger, c'est aussi une tension particulière. Sa vie est structurée par la route, par l'extérieur, par la performance. Or, la maladie d'Avril impose l'inverse, la chambre, l'attente, la lenteur, la fragilité. Dans un entretien de 2015, Avril évoque l'importance du soutien de sa famille et de son entourage pendant cette épreuve. Mais ce soutien, même sincère, n'empêche pas l'autre réalité. Le couple vit sous pression maximale. Parce qu'une maladie chronique ou sévère crée des silences nouveaux. On ne se dispute pas comme avant. On ne s'aime pas comme avant. On se surveille. On s'inquiète. On protège. Et parfois, à force de protéger, on n'ose plus dire ce qui dérange. On se met à gérer l'autre au lieu de le retrouver. Et puis, il y a un autre facteur, plus dur encore, l'identité. Avril Lavigne a construit sa place dans la culture populaire sur une énergie de liberté, d'ironie, de résistance. Quand elle se retrouve immobilisée, ce n'est pas seulement son corps qui souffre, c'est l'image d'elle-même. Elle n'est plus celle qui avance, elle devient celle qui attend. Et cette bascule, pour une artiste, peut être une forme de vertige. C'est dans ce contexte, pas dans une scène de jalousie, pas dans une histoire parallèle officielle, mais dans une fatigue accumulée et une vulnérabilité prolongée, que l'on comprend mieux la rupture comme un point d'aboutissement. Le 2 septembre 2015, l'annonce tombe. Elle ne passe pas par une conférence de presse, ni par un grand récit. Elle passe par un message, sobre, contrôlé, presque pudique, partagé publiquement. C'est avec le cœur lourd que Chad et moi annonçons notre séparation aujourd'hui. Et surtout, cette phrase devenue centrale, répétée mot pour mot partout, nous sommes encore et pour toujours
les meilleurs amis, et nous prendrons toujours soin l'un de l'autre. On pourrait lire cela comme une formule de communication. Mais on peut aussi l'entendre autrement, comme une tentative de ne pas transformer l'échec en guerre, comme une manière de dire que ce qui s'est cassé n'a pas tout détruit. Pourtant, cette douceur apparente dit aussi quelque chose de la violence intérieure. Quand un couple en arrive à officialiser la séparation, c'est que la crise a déjà eu lieu, en privé, en silence, dans des semaines où l'on essaie, où l'on recommence, où l'on n'y arrive plus. Et c'est là précisément que cette histoire devient plus complexe qu'un simple mariage brisé. Parce que la rupture n'est pas seulement une fin, c'est aussi un choix de survie, une manière de rendre de l'air à une femme qui se bat déjà pour sa santé, une manière peut-être de préserver ce qu'ils sont encore capables de se donner, le respect, la bienveillance, une forme d'amitié. Mais alors, après la séparation, que reste-t-il quand on a perdu la structure du couple et qu'on n'a pas encore retrouvé sa propre stabilité? Et surtout, comment Avril se reconstruit-elle quand la tempête, médicale, émotionnelle, médiatique, ne s'arrête pas d'un coup? Après la séparation, il n'y a pas eu de guerre ouverte, pas de règlement de compte en public. Il y a eu, surtout, ce que le communiqué laissait entendre sans le dire. Une période où l'on essaie de rester digne, parce qu'on n'a plus l'énergie d'être autre chose. Le 2 septembre 2015, Avril écrit qu'ils ont créé beaucoup de moments inoubliables, par le mariage, mais aussi par la musique. Et elle insiste, ils resteront pour toujours les meilleurs amis. Sur le papier, c'est apaisant. Dans la réalité, ce type de phrase ressemble souvent à un effort, un pacte moral, une manière de protéger ce qui reste quand on a perdu la structure. Mais alors, que reste-t-il précisément quand le couple s'éteint et que la maladie, elle, continue? Pour Avril, l'après-tempête n'est pas un retour à la normale. C'est une reconstruction lente, parfois humiliantement lente. Elle raconte avoir été clouée au lit pendant des mois, sans comprendre, jusqu'à ce que le diagnostic de la maladie de Lyme soit posé. Dans cette période, elle met des mots très durs sur ce qu'elle ressentait. « Je pensais que j'étais en train de mourir », dira-t-elle dans des propos relayés par plusieurs médias. Ce n'est pas seulement une confession, c'est un changement de statut. L'artiste qui avait fait de l'insolence une posture se retrouve confronté à une fragilité qu'on ne maquille pas. Et cette fragilité rebat tout, la manière d'aimer, la manière de se projeter, la manière même de se tenir debout. Dans un entretien de 2015, on la voit émue en parlant de ses fans, de vidéos qu'elle regardait depuis son lit et de ce sentiment très concret d'être portée par un soutien qu'elle n'avait jamais ressenti comme ça auparavant. La tempête ici n'est pas seulement intime, elle est existentielle. Elle force Avril à revoir ce qu'elle veut faire de sa notoriété et de sa voix. C'est dans ce contexte que l'après-rupture devient aussi un après-mariage au sens symbolique, la fin d'un récit parfait. Avril cesse progressivement d'expliquer. Elle ne débriefe pas Chad. Elle ne transforme pas son ex-mari en antagoniste public. À sa place, elle construit autre chose, une façon de remettre de la cohérence par l'art plutôt que par le discours. Et quelques années plus tard, cette cohérence prend une forme très claire, Head Above Water. Les sources décrivent explicitement cet album comme inspiré par son combat contre la maladie de Lyme, avec une trajectoire émotionnelle plus grave, plus intérieure. Dans une déclaration relayée par People lors de la sortie du titre, Avril raconte une nuit où elle accepte la possibilité de mourir et décrit sa mère, dans le lit, à ses côtés, pendant qu'elle se sentait en train de se noyer. On comprend alors quelque chose d'important. L'après-tempête ne consiste pas à oublier le drame, mais à l'intégrer, à le transformer en matière, à prendre ce qui a failli la briser et à le faire tenir dans une chanson, pas pour enjoliver, mais pour survivre sans se décomposer. Et du côté de Chad, la narration publique reste beaucoup plus discrète. Il est là dans les archives, l'album, la collaboration, le mariage. Puis ensuite, une forme d'effacement. Ce silence-là est aussi une information. Quand deux artistes se séparent sans spectacle, c'est que l'un et l'autre ont décidé de ne pas s'en servir, qu'ils se sont refusés ce carburant médiatique. Mais alors, ce qui ressemble à une fin propre peut aussi cacher une difficulté plus profonde. Comment tourner la page quand on a partagé l'épreuve? Comment garder l'amitié quand l'histoire est chargée de fatigue, de peur, de dépendance, de culpabilité parfois, parce que la maladie crée toujours, tôt ou tard, la question du « qui porte qui ». Les années qui suivent montrent une Avril qui revient, non pas comme une héroïne invincible, mais comme une survivante qui assume sa trajectoire.
Elle reprend la scène, relance sa carrière avec des cycles plus maîtrisés, jusqu'à construire en 2024 une tournée récapitulative, une façon de remettre ses chansons dans l'ordre et de rappeler que sa vie ne se résume pas à une rupture. Et pourtant, l'après-tempête a un dernier paradoxe. Plus Avril avance, plus elle contrôle son récit. Et plus elle contrôle, plus certaines questions reviennent non pas sous forme de ragot, mais sous forme de sens. Parce qu'à force de survivre, on finit par vouloir comprendre. Pourquoi exactement ce mariage n'a pas tenu? Ce qui s'est joué derrière les formules amicables, ce que l'on a protégé en se taisant. C'est là que l'on sent venir la prochaine étape. Non plus la chronique d'une séparation, mais le moment où l'on décide de dire la part invisible, celle qui n'était pas vendable, pas racontable, pas instagrammable. Ce qu'Avril Lavigne a compris avec les années, c'est qu'un mariage ne se brise pas toujours par manque d'amour. Il peut se briser par manque d'air. Et l'air, chez elle, a commencé à manquer au moment même où elle essayait de rester debout. À 41 ans, la vérité qu'elle accepte enfin de regarder en face n'a rien d'un scoop sensationnaliste. Ce n'est pas une histoire de trahison hollywoodienne, ni un scénario de tabloïd. C'est quelque chose de plus dérangeant, parce que c'est humain. Une crise vécue en silence, un couple qui s'est battu, mais qui n'a pas survécu au poids cumulé de la maladie, de l'épuisement, et d'une manière trop différente de tenir quand tout s'effondre. Elle a déjà laissé, en 2015, une première fissure publique dans la façade. Dans People, elle décrit l'état dans lequel elle a sombré. « I felt like I couldn't breathe. I thought I was dying ». Ce n'est pas seulement une confession médicale. C'est un détail qui, rétrospectivement, requalifie toute la période de leur mariage. Parce que dans le même récit, on comprend aussi le rôle réel, mais limité de Chad dans cette épreuve. Il « stepped in when he could during breaks in his tour ». Autrement dit, il était présent quand la tournée le permettait. Et Avril, elle, était clouée au lit, parfois incapable de se lever, de parler, de vivre normalement. La révélation, aujourd'hui, c'est peut-être cela. À ce moment-là, leur couple n'a pas seulement affronté une crise, il a affronté une incompatibilité de rythme, presque une incompatibilité de survie. Dans un studio, ils étaient parfaits ensemble. Énergie, travail, création. Mais dans la maladie, le couple devient autre chose. Il devient un système de soins, une organisation, une résistance au quotidien. Et dans ce système, chacun révèle sa nature profonde. Avril, dans ces mois-là, se retrouve confrontée à une peur primitive. Elle n'a plus la force de tenir l'image. Son corps décide à sa place. Et cette perte de contrôle, pour une artiste dont la vie a été cadrée, commentée, scénarisée, peut être un choc identitaire. Elle ne peut plus faire semblant. Elle ne peut plus assurer. Elle ne peut plus être la version d'elle-même qui rassure tout le monde. Chad, lui, est un homme de scène. Et la scène a une logique implacable. Quoi qu'il arrive, on joue, on monte, on livre, on repart. Ce n'est pas une faute, c'est une culture. Et dans un mariage, deux cultures peuvent coexister, jusqu'au jour où l'une demande l'immobilité et l'autre exige le mouvement. Alors oui, ils ont tenté de préserver quelque chose. La preuve la plus nette reste ce communiqué de séparation, si sobre qu'il a longtemps paru trop poli pour être vrai. « It is with a heavy heart », écrit-elle, avant d'insister sur l'amitié forever et sur le fait qu'ils « will always care deeply for each other ». Mais c'est précisément là, aujourd'hui, que se loge la vérité derrière le mariage brisé. Cette phrase n'est pas seulement une formule de communication, c'est un aveu déguisé. Un aveu que l'échec n'était pas une haine, ni un drame public. C'était une décision de protection. La protection de quoi? D'elle-même d'abord. Parce que quand on pense qu'on va mourir, on n'a plus la même tolérance pour le bruit. On n'a plus la même patience pour les non-dits. On n'a plus le luxe de faire comme si. Avril semble dire, en creux, « Je ne pouvais plus porter un couple comme on porte une tournée. Je ne pouvais plus gérer, en plus de survivre. » La protection de lui aussi. Parce que l'autre vérité qu'on ne dit pas facilement, c'est celle-là. Être le conjoint d'une personne malade peut réveiller une culpabilité constante. On se demande si l'on fait assez, on s'en veut de partir, on s'en veut de rester en étant épuisé, on s'en veut de ne pas comprendre. Et au bout d'un moment, l'amour se mélange à une pression sourde et cette pression finit par abîmer ce qu'on voulait sauver. À 41 ans, la révélation, c'est que leur mariage s'est cassé non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'ils ne savaient plus comment s'aimer dans ce contexte précis.
parce que leur relation, née dans la fusion créative, a été testée par l'épreuve la plus anti-créative qui soit, l'attente, la faiblesse, la peur, la lenteur. Et c'est là que son choix de briser le silence prend une autre dimension. Elle ne dénonce pas Chad, elle ne réécrit pas l'histoire pour se donner le beau rôle. Elle met enfin un mot sur la mécanique. L'amour ne suffit pas quand la vie vous oblige à vous reconstruire à partir de zéro. Parler maintenant, c'est récupérer un pouvoir, celui de dire que ce chapitre n'est pas un échec moral, mais une réalité. Un mariage peut être vrai et se terminer. Un amour peut être sincère et ne pas tenir sous certaines charges. Et dans ce récit, sa dernière vérité ressemble à une phrase intérieure, presque inaudible, mais décisive. Je n'ai pas quitté un homme. J'ai quitté une situation où je ne pouvais plus respirer. On croit souvent qu'une rupture met un point final. En réalité, elle laisse plutôt une ponctuation différente, une virgule longue, parfois douloureuse, qui oblige à reprendre la phrase autrement. Avril Lavigne n'a pas effacé Chad Kroeger de son histoire. Elle a fait ce que font les survivants quand ils n'ont plus envie de se perdre dans les explications. Elle a gardé l'essentiel, et elle a rendu le reste silencieux. Ce silence n'est pas une absence, c'est une frontière. Avec le temps, la tentation est grande, surtout dans le monde des célébrités, de transformer chaque relation en récit simplifié. Le coupable, la victime, l'avant, l'après. Mais la réalité chez elle résiste à ce schéma. Parce que ce mariage, même bref, a été un moment de densité. Un moment où la musique et la vie se sont confondues. Où l'amour a existé au même endroit que le travail. Où l'on a tenté de construire quelque chose de stable sur un sol qui bougeait déjà. À 41 ans, ce qu'Avril semble vouloir laisser en héritage, ce n'est pas une polémique, c'est une nuance. La nuance de dire qu'on peut aimer et ne pas réussir. La nuance de reconnaître que la maladie, l'épuisement, les rythmes, les attentes publiques ne sont pas des détails. Ce sont des forces qui écrasent, même les couples les plus compatibles sur le papier. La nuance surtout d'admettre que le courage n'est pas toujours de rester. Parfois, le courage, c'est de partir sans faire de bruit. Le public, lui, a toujours voulu une conclusion nette, une phrase définitive, une vérité qui ferme la porte. Mais Avril n'offre pas cette satisfaction-là. Elle avance, elle reconstruit. Elle revient sur scène non comme une héroïne invulnérable, mais comme quelqu'un qui sait exactement ce que coûte le fait de se relever. Et c'est peut-être ça, le vrai épilogue. La manière dont elle a réorganisé son identité. Elle a cessé d'être uniquement celle qui chante l'adolescence. Elle est devenue une femme qui parle de survie, parfois sans discours, juste par la texture d'une voix, par des chansons qui ont changé de couleur. On peut se demander bien sûr ce que Chad retient lui de ce chapitre. Mais le silence de Chad dans cette histoire peut aussi se lire comme une forme de respect, un refus de transformer l'intime en match. Un choix de ne pas laisser la séparation devenir un prolongement du spectacle. Parce qu'il y a une chose que l'on oublie souvent. Les couples célèbres ne se séparent pas seulement l'un de l'autre, ils se séparent aussi de l'idée que les autres se font d'eux. Et cette idée, parfois, est plus lourde que l'amour lui-même. Si l'on écoute vraiment ce récit, sans chercher à un méchant, on entend autre chose. Une femme qui a voulu vivre vite, aimer fort, créer intensément, et qui a été stoppée net par la fragilité humaine. Puis qui a recommencé, avec moins de certitude, mais plus de vérité. Ce qu'Avril révèle à 41 ans, au fond, c'est une phrase que beaucoup n'osent pas dire. Il y a des histoires qui s'arrêtent, non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles ont été dépassées par la vie. Et dans ce dépassement, on n'a pas besoin de juger, on a besoin de comprendre. Alors, quand on regarde en arrière, leur mariage apparaît comme une parenthèse étrange et lumineuse, un moment de fusion, puis un moment de tension, puis un geste de protection, un geste qui laisse paradoxalement une forme de tendresse intacte, celle de deux personnes qui, malgré l'échec, refusent de se détruire. Et peut-être que c'est ça, la dernière image. Non pas un couple sur un tapis rouge, non pas une chanson à deux voix, non pas une déclaration calibrée, mais une femme qui se rend à elle-même ce qu'elle avait prêté au regard des autres. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.